Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'une des bibliothèques perdues les plus incroyables remonte à Ivan Vassilievitch, alias Ivan le Terrible, le tout premier tsar russe. Il est fort probable que cette collection ait englouti une grande partie de la bibliothèque de Constantinople, récupérée des mains des Turcs après la chute de la ville en 1453, ainsi que des pièces de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Ce hotspot contiendrait des documents dans différentes langues, grec, latin, hébreu, égyptien et peut-être même des textes chinois anciens. De plus, il existe environ 142 volumes de l'histoire romaine de Tite Livy, l'intégralité de la République de Cicéron et un poème inconnu de Virgile. Ivan a fait traduire ses ouvrages en russe, mais on dit que les érudits hésitaient à les traduire, craignant que le tsar n'utilise ses connaissances sur la magie noire pour semer la peur chez son peuple. Après la disparition d'Ivan, cette bibliothèque a mystérieusement disparu. Certains disent qu'elle a pris feu, d'autres pensent qu'elle existe toujours, protégée par une malédiction prononcée par Ivan lui-même. De plus, on prétend que quiconque tente de retrouver la bibliothèque perdue devient aveugle. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Les Anunnaki sont souvent représentés dans des sculptures et des œuvres d'art. Dans nombre de ces représentations, le dieu Ninurta tient une pomme de pin dans sa main droite. Mais qu'est-ce que cela signifie? La pomme de pin tenue par Ninurta est un symbole mystérieux auquel de nombreux chercheurs attribuent une signification profonde. Certaines théories suggèrent qu'elle représente la glande pinéale, associée à la connaissance et à la sagesse spirituelle. Selon David Wilcock, auteur et chercheur, les Anunnaki savaient comment stimuler la glande pinéale pour libérer son plein potentiel. Cette petite glande endocrine du cerveau est souvent appelée le troisième œil ou le siège de la vision spirituelle. La pomme de pin est fréquemment interprétée comme un symbole de connaissance, d'illumination et d'immortalité. Connaissez-vous les puits à souhait? Il existe aussi des arbres à souhait et cette pratique remonte au XVIIIe siècle. On pense que ces arbres possèdent une qualité mystique ou spirituelle et les gens s'y rendent pour faire des vœux ou demander des bénédictions. La pratique consistant à faire des vœux à ces arbres consiste souvent à attacher des rubans, des tissus ou d'autres objets aux branches afin de représenter physiquement le vœu ou la prière. On trouve des arbres à souhait dans diverses cultures du monde, notamment dans les traditions celtiques, nordiques et japonaises. Dans la tradition japonaise, les vœux sont attachés à des bambous pendant Tanabata. Tanabata, également connu sous le nom de fête des étoiles, est une célébration japonaise. Les arbres à souhait sont souvent situés dans des environnements naturels tels que des forêts, des zones boisées ou près de l'eau. Ce lien avec la nature renforce la croyance selon laquelle l'arbre sert de lien entre le monde terrestre et le monde spirituel ou divin. Faire un vœu ou offrir une prière à un arbre à souhait implique souvent des rituels et des croyances spécifiques. Il peut s'agir de tourner autour de l'arbre, de réciter des prières ou des mantras, ou de laisser des offrandes telles que des pièces de monnaie, des fleurs ou des messages écrits. Bombay Beach est une petite communauté située sur la rive orientale de la mer de Salton, un lac d'eau salée dans le comté impérial de Californie. Elle a été formée par une inondation en 1905 et était autrefois une destination touristique populaire. Cependant, la mer de Salton s'est rétrécie en raison de la sécheresse et du détournement de l'eau, ce qui a entraîné une augmentation significative de sa teneur en sel. L'augmentation de la teneur en sel a entraîné une diminution des populations de poissons et d'autres formes de vie aquatique dans la mer, créant une odeur nauséabonde qui a fait fuir les résidents et les touristes. En raison de sa détérioration, Bombay Beach est devenue une ville fantôme, de nombreuses entreprises et propriétaires privés ayant été contraints de quitter la région. La population de la communauté est passée de 366 habitants en 2000 à 231 en 2020. Malgré la morosité ambiante, Bombay Beach est également devenu un pôle d'attraction pour les artistes et les explorateurs urbains qui sont attirés par les structures abandonnées de la ville. Un festival d'art annuel, la Biennale de Bombay Beach, est également organisé dans la ville, ce qui a permis d'attirer des visiteurs. En 2023, des archéologues travaillant sur la colline de Papura, lors de la construction d'un nouvel aéroport en Crète, ont découvert une mystérieuse structure circulaire vieille de 4000 ans. Le site s'étend sur environ 48 mètres de diamètre et se compose de 8 anneaux de pierre concentriques, construits sur différents niveaux. Au centre se trouve un bâtiment circulaire de 15 mètres de large, divisé en 4 sections, entouré d'un anneau secondaire dont les murs forment une sorte de labyrinthe.
Cette structure remarquable date de la période protopalatiale de la Crète minoenne, vers 2800 avant Jésus-Christ, la même époque à laquelle ont été construits les célèbres palais de Knossos et de Phaistos. Des poteries d'époques ultérieures ont également été découvertes, indiquant que le site a été utilisé pendant des siècles. Étant donné que la structure était située à l'emplacement prévu pour une station radar du nouvel aéroport, le ministre de la Culture a décidé de déplacer l'installation radar afin de préserver le site archéologique. Un jour, un pêcheur philippin a trouvé une perle et l'a cachée sous son lit pendant 10 ans. Il s'est avéré que cette perle géante valait la somme incroyable de 100 millions de dollars. La perle a été trouvée au large de la province philippine de Palawan et est considérée comme la plus grosse perle naturelle du monde, pesant 34 kg. En outre, la perle mesure environ 61 cm de long et 30 cm de large. Cette perle a également repris le record d'une autre perle découverte en 2013. Le pêcheur qui a trouvé la perle l'a donc cachée sous son lit pendant 10 ans, pensant qu'elle lui porterait chance. Mais lorsqu'un membre de sa famille l'a découvert, elle l'a persuadé de la faire inspecter. Aujourd'hui, la perle est protégée par le gouvernement, mais elle reste la propriété du pêcheur philippin. Il semble qu'il ne l'ait pas encore vendue. Un chapitre méconnu de la préhistoire scandinave a récemment donné lieu à l'une des découvertes archéologiques les plus déroutantes. Sous une épaisse couche de pierre, au fond d'un petit lac du centre-est de la Suède, des chercheurs ont découvert les restes de 10 individus ayant vécu vers 6000 avant notre ère. Ce qui rend cette découverte particulièrement mystérieuse réside dans la disposition des restes. Certains crânes présentaient des signes de traumatisme et deux étaient fixés sur de longs pieux en bois, suggérant une possible pratique rituelle. Cette découverte remarquable a été faite sur le site de Canal Jordan, situé au bord d'un lac de 12 mètres sur 14, soigneusement recouvert de pierres. Des ossements humains et animaux ont été retrouvés. L'eau stagnante a contribué à la préservation des restes et un crâne a même conservé des tissus mous, suggérant qu'il a été placé dans le lac peu après la mort. Environ 400 pieux en bois ont également été découverts, marquant peut-être des limites ou faisant partie d'une structure rituelle. Les placements de ces vestiges sur une plateforme de pierre sous l'eau restent à ce jour une énigme archéologique non résolue. Le monument de Yonaguni est une formation rocheuse sous-marine située au large de l'île de Yonaguni, l'île la plus au sud de l'archipel Ryukyu au Japon. En 1987, le plongeur local Kiyashiro Aratake a découvert la structure par hasard. Si certains pensent qu'il s'agit d'une formation rocheuse naturelle, d'autres avancent qu'il pourrait s'agir d'un vestige artificiel d'une civilisation disparue. Le monument est constitué d'une série de rochers massifs et plats qui s'élèvent du fond de l'océan jusqu'à une hauteur de 30 mètres. Ces rochers sont disposés en terrasses et en formation en gradins, certains semblant sculptés de formes complexes comme des escaliers, des piliers et des murs. Les partisans de la théorie de l'origine artificielle évoquent des mégalithes appariés ressemblant à une ancienne porte et des structures qui ne correspondent pas au modèle naturel. D'autre part, ceux qui croient que Yonaguni est une formation naturelle soutiennent que les roches ont été façonnées par l'érosion et l'activité tectonique sur des milliers d'années. Bienvenue au Pérou, où le site archéologique de Morée éblouit avec ses superbes ruines incas. Ici, au milieu de ce terrain magique, se trouvent les terrasses les plus étonnantes, empilées en cercles de différentes tailles, descendant jusqu'à 150 mètres. Malgré les précipitations abondantes, ces terrasses n'ont jamais été inondées. En effet, ils ont un excellent drainage, permettant à l'eau de s'écouler proprement. Avec les escaliers spéciaux ressemblant à des rayons sur une roue, vous pourrez zigzaguer de haut en bas comme un pro. Mais ce n'est pas tout. Il y a également 6 terrasses supplémentaires entourant la terrasse centrale et elles ne forment pas des cercles ordinaires, mais de jolies ellipses. De plus, 8 marches à plusieurs niveaux couvrent une petite partie du site. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est que personne n'est certain de sa vocation. Certains pensent qu'il s'agissait d'une sorte de station de recherche agricole secrète où des prêtres scientifiques incas cultivaient divers légumes pour voir ce qui fonctionnait le mieux dans les Andes. Le temple de Ninursag est un ancien temple dédié à la déesse Ninursag, surnommée la Dame de la Montagne Sacrée. Elle est l'une des principales divinités du panthéon sumérien, souvent représentée comme la mère des dieux et de l'humanité. Des cerfs étaient représentés aux côtés de l'aigle à tête de lion, symbole de Ninurta, le fils de Ninursag.
Ce temple était situé à Tel al-Ubald, un petit tertre à environ 6,4 km au nord-ouest d'Our, dans le sud de la Mésopotamie. Il était construit en briques rouges séchées sur des fondations en pierre et situé sur une grande terrasse trapézoïdale d'environ 32 mètres sur 25. Le temple a probablement été construit au début de la période dynastique, vers 2500 avant Jésus-Christ par Ennepada, roi d'Our. Ninursag, la déesse à laquelle le temple était dédié, était connue sous différents noms, dont Ninma, Nintu et Mama ou Mami. Elle était associée à la montagne sacrée et entretenait un lien avec les animaux sauvages, notamment les cerfs. Les tombes en arbre Toraya, également connues sous le nom de tombes suspendues, sont une pratique funéraire unique que l'on retrouve chez le groupe ethnique Toraya dans le sud de Sulawesi, en Indonésie. Ces tombes en forme d'arbre font partie intégrante de la culture Toraya et représentent leurs croyances et leurs coutumes concernant la mort et l'au-delà. Les tombes en arbre Toraya consistent à placer des cercueils contenant le défunt à l'intérieur des troncs creusés ou des branches supérieures d'arbres grands et robustes. Les cercueils sont souvent fixés à l'aide de cordes, de plateformes en bois ou de fentes naturelles. L'objectif est de rapprocher le défunt du ciel et de faciliter son voyage dans l'au-delà. Les tombes en arbre sont considérées comme un pont entre le monde terrestre et le monde spirituel, servant de point de rencontre entre le défunt et ses ancêtres. Les funérailles Toraya sont complexes et étendues, elles durent souvent des jours, voire des semaines, et impliquent des rituels, des cérémonies et des offrandes complexes. Le placement du défunt dans une tombe fait partie de ce rituel funéraire plus large, qui comprend des festins, des danses, des sacrifices d'animaux et l'échange de cadeaux. Ces tombes sont souvent propres à une famille et se transmettent de génération en génération. On pense que les esprits des ancêtres continuent à protéger leurs descendants vivants et veillent sur eux depuis les tombes en arbre. La dernière vidange du canal Saint-Martin remonte à 2001. Mais 15 ans plus tard, l'opération s'est répétée. On a alors découvert divers objets cachés sous l'eau, notamment des vélos, des chariots de supermarché et même un pistolet. Ce phénomène a attiré l'attention des habitants et des touristes, fascinés par les trésors engloutis du canal. Le canal Saint-Martin est une destination touristique populaire à Paris, connue pour ses ponts pittoresques et ses rives bordées d'arbres. Le canal a été construit au début du 19e siècle afin de fournir de l'eau douce à la ville et transporter des marchandises. Mais il est aujourd'hui principalement utilisé pour le tourisme et les loisirs. Plusieurs chariots de supermarchés locaux ont été retrouvés dans le canal, probablement abandonnés par des personnes qui les avaient volés. Une arme de poing a également été découverte dans le canal, ce qui a donné lieu à une enquête de la police locale pour déterminer si elle avait été utilisée pour commettre un crime. En plus des objets modernes, quelques artefacts historiques ont été mis au jour pendant la sécheresse. Lors de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie de 2019, les archéologues ont fait une découverte remarquable en 2022, apportant un nouvel éclairage sur le passé de la cathédrale. Sous la nef, ils ont découvert un sarcophage en plomb datant du XIVe siècle. Cette découverte a été faite lors de la préparation du site pour la construction d'une nouvelle flèche. Ces cercueils en plomb étaient généralement réservés à des personnalités importantes, probablement un ecclésiastique ou un haut fonctionnaire. On a supposé que le défunt était connu sous le nom de Le Cavalier, peut-être Joachim du Bellay, célèbre poète français de la Renaissance, décédé en 1560. Près de ce sarcophage, un autre cercueil en plomb a été découvert, probablement celui d'Antoine de la Porte, chanoine du XVIIIe siècle qui a largement contribué aux efforts de restauration de la cathédrale. Ces cercueils en plomb ont été ingénieusement conçus pour protéger le corps de l'humidité et de la décomposition, un exploit impressionnant de l'ingénierie médiévale. On trouve des serpents presque partout dans le monde. Mais quelle est la probabilité de trouver un serpent qui a avalé un AK-47 ? Cela pourrait être possible, mais cette histoire serait-elle réelle ? Je me suis donc renseigné et j'ai découvert que la photo avait été prise quelque part en Russie. Depuis, elle a suscité de nombreuses discussions sur internet, certains affirmant que les photos sont réelles, tandis que d'autres n'y croient pas. Un serpent peut certainement avaler de gros objets, mais un pistolet est évidemment très rare. Bien que les photos semblent réalistes, je me demande si cela s'est vraiment produit. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de plus amples informations. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce réel ou non ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le coin d'Ayoud est un artefact déconcertant qui intrigue archéologues, historiens et théoriciens du complot depuis des décennies.
Certains pensent qu'il pourrait être la preuve d'une civilisation ancienne avancée, voire d'un contact extraterrestre, en raison de sa composition inhabituelle et de son âge apparent. L'objet a été découvert en 1973 près d'Aioud, en Roumanie, lors de fouilles le long de la rivière Mureș. Il a été trouvé à une profondeur de 10 mètres, aux côtés d'ossements fossilisés appartenant peut-être à un mastodonte, une créature éteinte ressemblant à un éléphant. Ce qui le rend si intriguant, c'est que les analyses ont révélé qu'il était composé à 89% d'aluminium, avec des traces de cuivre, de zinc, de plomb et d'autres métaux. Le piège, l'aluminium n'était pas présent naturellement à l'état pur et nécessite une technologie de fusion avancée qui n'a été développée qu'au 19e siècle. S'il a réellement été enterré avec des restes de mastodontes, il pourrait avoir au moins 11 000 ans, voire des millions d'années. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une relique d'une civilisation high-tech disparue. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un fragment d'un vaisseau spatial extraterrestre écrasé. Les grottes de Longyu, également connues sous le nom de chambres rocheuses de Xiaonan-ai, sont 24 grottes de grès artificielles situées à Xi'an-Belkun, comté de Longyu, Zhejiang, Chine. L'âge exact des grottes de Longyu demeure inconnu, mais un poème du XVIIe siècle de Yu Shun les mentionne. De plus, des fragments de poterie découverts à l'intérieur des grottes datent d'entre 206 avant Jésus-Christ et 23 après Jésus-Christ. En juin 1992, 4 agriculteurs de Longyu ont découvert les grottes après avoir drainé l'eau de 5 petits étangs de leur village. Ces étangs se sont avérés être 5 grandes grottes artificielles et des explorations plus poussées ont révélé 19 autres grottes. Chaque grotte est creusée dans du siltite massif et atteint une profondeur d'environ 30 mètres. L'intérieur comprend des chambres en pierre, des ponts, des canaux et des bassins. La superficie totale des 24 grottes est estimée à environ 30 000 m². Comment les grottes de Longyu ont-elles été construites, par qui et dans quel but? Le mystère demeure entier. Les chercheurs et les experts n'ont pas encore pu répondre à ces questions. Des marques de burin uniformes, disposées en lignes parallèles, couvrent les murs, les plafonds et les piliers de pierre, suggérant une technique de construction très avancée et précise. Ces grottes étaient-elles des greniers souterrains, des réservoirs d'eau ou des abris militaires secrets? Qu'en pensez-vous? Dans le nord de la Thaïlande, des aventuriers ont fait une découverte époustouflante, un arbre pétrifié estimé à une longueur monstrueuse de 72 mètres. Essayez d'imaginer cela, c'est comme poser un immeuble de 24 étages sur le côté. Les scientifiques pensent même que cet arbre ancien, désormais dépourvu de branches, atteignait autrefois une hauteur ridicule d'environ 100 mètres et vivait dans une forêt tropicale humide il y a environ 800 000 ans. Ces anciens géants étaient aussi grands que les puissants séquoias que nous connaissons aujourd'hui, célèbres pour leur taille colossale. Il est fascinant de penser que les arbres de la Thaïlande contemporaine pâlissent en comparaison des arbres gigantesques du passé. Certains prétendent même qu'il n'y a plus de grands arbres de nos jours. Il existe une théorie suggérant que les forêts que nous voyons aujourd'hui ne sont en réalité que des arbustes bas, vestiges d'un monde antique peuplé d'arbres mesurant 64 mètres de haut. Selon cette théorie, les couches profondes du sol contiendraient des restes de ces énormes souches d'arbres. Même les montagnes escarpées ne seraient rien d'autre que les cimes coupées de ces arbres gigantesques. Le Code d'Hammurabi est l'un des plus anciens systèmes juridiques connus de l'histoire. Cet ancien code de loi babylonien remonte au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et a été découvert en 1901. Un aspect important du Code d'Hammurabi est la représentation de Shamash, le dieu de la justice, remettant les lois à Hammurabi. Cette scène se trouve au sommet de la stèle, un grand monument en pierre où sont inscrites les lois. L'image de Shamash remettant les lois à Hammurabi symbolise l'origine divine des lois et souligne leur importance et leur autorité. Selon le prologue du Code d'Hammurabi, Hammurabi fut choisi par les dieux Anu et Enlil pour instaurer la justice et la droiture dans le pays. Le prologue précise qu'Hammurabi fut choisi par les dieux pour empêcher les forts d'opprimer les faibles, pour gouverner le peuple et éclairer le pays. Il comprend près de 300 lois couvrant divers aspects de la vie, notamment la famille, la propriété, le commerce et la justice pénale. Le code prévoyait des peines telles que l'ablation de la langue, des mains, des yeux ou des oreilles du coupable. Il prévoyait également une ancienne forme de salaire minimum. Les marques de sorcières, également connues sous le nom de marques apotropaïques, sont des symboles ou des motifs gravés sur les arbres. Ces marques étaient censées éloigner les mauvais esprits, les sorcières et autres entités surnaturelles.
La pratique de l'inscription de ces marques remonte au Moyen Âge et était très répandue en Europe, en particulier en Angleterre. Les marques de sorcières avaient pour but de protéger les personnes, le bétail et les biens contre les forces malveillantes. Les gravures sont souvent constituées de lignes, de cercles, de lettres ou d'autres symboles qui se croisent. Elles étaient généralement gravées dans l'écorce des arbres. Il s'agissait souvent de chênes, de frênes ou d'aubépines, considérées comme sacrées ou censées avoir des propriétés protectrices. Ces marques étaient répandues à une époque où la sorcellerie était très redoutée. Les marques de sorcières ne se limitaient toutefois pas aux arbres et se trouvaient également sur des bâtiments, des portes et d'autres objets. Certaines marques de sorcières étaient destinées à piéger ou à confondre les mauvais esprits, tandis que d'autres étaient considérées comme un signe d'avertissement contre les sorcières. Les symboles étaient également souvent associés à la foi chrétienne et comprenaient des éléments tels que des croix ou des pentagrammes. Le lac Mead, situé dans le Nevada, a connu une grave sécheresse ces dernières années, ce qui a entraîné une baisse importante du niveau de l'eau. Cette baisse du niveau de l'eau a entraîné des découvertes inhabituelles au fond du lac, y compris des objets intrigants. L'une des découvertes les plus intéressantes est l'épave d'un avion B-29 Super Fortress, un artefact d'une grande valeur historique qui raconte l'histoire de la région. L'avion s'est écrasé dans le lac en 1948 et le cockpit est toujours intact à ce jour. Une autre découverte est celle des vestiges d'une cimenterie qui a joué un rôle crucial dans la construction du barrage Hoover dans les années 1930. L'usine était auparavant enfouie sous 35 mètres d'eau, mais elle devient de plus en plus visible à mesure que le lac continue de s'assécher. Outre ces découvertes, d'autres éléments intéressants ont été trouvés, notamment des épaves, des bateaux de pêche et des navires de tourisme. Le long des rives du lac, de nombreux petits objets ont également été trouvés, tels que des jouets en plastique et des capsules de bouteilles, mais des restes humains ont également été trouvés dans des barils, ce qui est assez troublant. Dans la ville de Heiyuan, en Chine, également connue sous le nom de Cité des dinosaures, des ouvriers du bâtiment ont déterré 43 œufs de dinosaures fossilisés en 2015 lors de la construction d'une route. 19 d'entre eux étaient intacts, ce qui rend cette découverte particulièrement significative. Heiyuan a une longue histoire de découverte de dinosaures et détient même le record du monde Guinness de la plus grande collection d'œufs de dinosaures dans un musée. L'une des découvertes les plus remarquables a été un fossile presque complet d'un embryon de dinosaure nommé bébé Yingliang, découvert dans le sud de la Chine. L'embryon, vieux de plus de 66 millions d'années, était recroquevillé dans une position étonnamment similaire à celle des oiseaux modernes juste avant l'éclosion. Dans la province du Hubei, 3 œufs de dinosaures fossilisés contenant des cristaux ont également été découverts, précieux pour la recherche sur le comportement de nidification et les habitats des dinosaures. Un jour, une femme de Brisbane, en Australie, a été choquée de voir des abeilles voler autour de sa maison. Elle pensait qu'il y avait peut-être une ruche sur sa propriété, mais comme elle n'arrivait pas à trouver d'où venaient les abeilles, elle a demandé de l'aide à Paul Wood, un apiculteur de la ville. Lors de l'inspection, Paul a trouvé une colonie d'environ 60 000 abeilles avec 50 kg de miel cachés dans le plafond de la maison. La ruche était âgée d'environ 10 mois. À l'aide d'un burin, d'un aspirateur et d'une caméra thermique, Paul a commencé à démanteler la ruche. Il raconte qu'une fois la reine retrouvée et placée dans un bocal, toute la colonie l'a suivie. Paul étant également apiculteur, il a emmené l'essaim chez lui, où il le garde dans une ruche temporaire avant de le déplacer dans les arrière-cours des amateurs d'abeilles. Des empreintes humaines fossilisées découvertes au Mexique remettent en question les théories existantes sur le peuplement des Amériques. Découvertes sur plusieurs sites à travers le pays, ces traces anciennes laissent penser que l'arrivée des humains pourrait être bien plus ancienne qu'on ne le pensait. Les empreintes ont été trouvées dans le bassin de Cuatro Ciénegas, une région connue pour son écosystème unique et l'abondance de ses fossiles. Certaines empreintes sont estimées à plus de 10 000 ans, témoignant d'une présence humaine précoce dans le nord du Mexique. D'autres, trouvées près du lac Valsequillo, datées à l'époque de plus de 40 000 ans, une affirmation qui reste controversée. Si elle s'avérait exacte, elle briserait la théorie largement acceptée du Clovis First, qui postule que les premiers hommes sont arrivés en Amérique il y a environ 13 000 à 15 000 ans. Les empreintes ont été découvertes dans une couche de cendres volcaniques qui s'est ensuite fossilisée en tuf, une roche formée de débris volcaniques compactés. Si les dates les plus anciennes se confirment, cela suggère que les humains ont atteint les Amériques bien plus tôt, peut-être par des voies côtières, voire par l'océan Pacifique.
Des sceptiques subsistent en raison des incertitudes quant à la datation et de la possibilité que certaines traces se soient formées par des processus naturels. Cueva de Menga est un tumulus mégalithique situé près d'Antequera, Malaga, Espagne, et est l'une des plus grandes structures mégalithiques anciennes connues en Europe. Il s'agit d'un tumulus mégalithique, un long dolmen à chambre mesurant 27,5 mètres de long, 6 mètres de large et 3,5 mètres de haut. Le dolmen a été construit à l'aide de 32 pierres mégalithiques, la plus grosse pesant environ 180 tonnes. Le tombeau est orienté nord-est et s'aligne avec le lever du soleil lors du solstice d'été. Cet alignement témoigne d'une profonde compréhension des mouvements célestes dans sa conception. À l'intérieur, une inscription représentant une série de figures anthropomorphes se trouve sur la première dalle à gauche de l'entrée. La Cueva de Menga se distingue par le puits profond et étroit situé au fond de la chambre, une caractéristique rare dans les structures mégalithiques. On pense que ce puits a pu jouer un rôle dans la survie des habitants du dolmen, notamment compte tenu des longues périodes de sécheresse de cette époque préhistorique. La reine Puabi, également connue sous le nom de Shubad, était une figure importante de la cité sumérienne d'Ur au début de la période dynastique III. Sa tombe a été découverte dans les années 1920 par l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley. Elle a été retrouvée au cimetière royal d'Ur, situé dans l'actuel sud de l'Irak. C'était l'un des sites funéraires les plus élaborés et les mieux préservés jamais découverts, avec une abondance de mobilier funéraire, notamment des bijoux et des coiffes complexes. La tombe contenait également les corps de plusieurs servantes, probablement sacrifiées pour servir la reine dans l'au-delà. Mais la découverte la plus remarquable fut le crâne de la reine Puabi, en raison de son état relativement intact. Son crâne, inhabituellement grand, a donné lieu à des théories suggérant qu'elle pourrait être d'origine extraterrestre et liée aux Anunnaki. Selon certains chercheurs, la reine Puabi pourrait être un hybride entre les humains et les Anunnaki, ce qui expliquerait la forme de son crâne. Jusqu'où les contrebandiers sont-ils prêts à aller pour faire de la contrebande ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la contrebande d'objets d'endettés d'oreillers, des valises et autres. Mais avez-vous déjà entendu parler de la dissimulation d'objets dans des arbres ? Un groupe de contrebandiers russes a été surpris en train d'essayer de passer des cigarettes en contrebande en les cachant dans des troncs d'arbres évidés. Cet incident met en lumière les méthodes créatives utilisées par les criminels pour transporter des marchandises illégales. Les douaniers ukrainiens en poste à la frontière polonaise ont découvert les arbres lors d'un contrôle aléatoire. En y regardant de plus près, ils ont constaté que le tronc avait été évidé et rempli de cigarettes, l'extrémité du tronc ayant été astucieusement remplacée pour dissimuler le délit. Les fonctionnaires ont noté que certains troncs semblaient anormalement légers par rapport aux autres, ce qui a conduit à la découverte. Les contrebandiers avaient choisi les troncs d'arbres comme moyen de transport de cigarettes en raison de leur aspect naturel. En 2022, la sécheresse a également révélé un ancien palais et une ancienne ville en Irak. L'abaissement du niveau de l'eau dans un réservoir du nord de l'Irak a mis au jour des ruines datant de l'empire Mitanni, qui a existé du 15e au 14e siècle avant notre ère. Le site, connu sous le nom de Kemouné, a été fouillé par une équipe d'archéologues irakiens et allemands qui ont pu fouiller partiellement 8 des 18 pièces du complexe. L'équipe a également découvert 10 tablettes cunéiformes et des briques utilisées comme dalles de sol. L'une des tablettes indique que le site pourrait être l'ancienne ville de Zakikou mentionnée dans d'autres documents, ce qui suggère que la ville a existé pendant au moins 400 ans. La découverte de cet ancien palais et de cette ancienne ville est importante car elle met en lumière un empire relativement peu connu qui s'étendait de la région Méditerranée orientale, dans la Turquie et la Syrie actuelle, jusqu'à la partie orientale du nord de l'Irak. L'essentiel de ce que nous savons de cet empire provient de la correspondance entre les rois de Mitanni et l'Égypte et la Syrie. En 2009, des archéologues ont fait une découverte macabre à Ridgeway Hill, dans le Dorset, en Angleterre. Une fosse commune contenant 54 hommes décapités, vraisemblablement des guerriers vikings. La tombe a été découverte par hasard lors de travaux routiers. Tous les squelettes étaient des hommes, la plupart âgés de 18 à 25 ans, certains plus âgés atteignant la cinquantaine. Ils avaient été décapités à l'arme blanche, mais les exécutions étaient loin d'être impeccables. Certains os présentaient des traces de coups répétés avant la mort. Les corps ont été jetés dans une fosse peu profonde, près d'une ancienne route menant à Weymouth, un site historiquement utilisé pour les exécutions. Leurs têtes avaient été placées dans un tas séparé, suggérant une inhumation délibérée et peut-être rituelle.
Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de Vikings. Leur régime alimentaire riche en poissons a rendu la datation précise difficile au début, mais ils ont finalement été placés à la fin du 9e ou au début du 10e siècle. Ils ont probablement été capturés et exécutés par les anglo-saxons, peut-être par vengeance ou comme avertissement pendant les guerres vikings. Pas moins de 40 navires sont enterrés sous la ville animée de San Francisco, dans l'État américain de Floride. Vous vous demandez peut-être comment ces navires sont arrivés là. L'un des événements les plus marquants de l'histoire de la ville est la ruée vers l'or de la Californie entre 1848 et 1855. Lorsque l'on apprit qu'un charpentier américain avait découvert de l'or dans un moulin, environ 300 000 personnes accoururent avec leurs bateaux à quai pour participer à cet événement. Certains n'ont même jamais quitté les quais et ont donc laissé leurs bateaux sur l'eau depuis lors. À la fin de la ruée vers l'or, il y avait un certain nombre de navires abandonnés près de la côte de San Francisco. Certains ont été réutilisés comme entrepôts, saloons et hôtels, tandis que d'autres ont été délibérément coulés. L'un de ces navires coulés, le Rome, a été découvert en 1994 et est beaucoup trop grand pour être excavé. L'hypogée de Al Saflieni, à Malte, est un site funéraire souterrain préhistorique datant du néolithique. Cette impressionnante structure est connue pour ses chambres finement sculptées, son acoustique mystérieuse et ses découvertes squelettiques insolites. L'hypogée se compose de 3 niveaux creusés dans le calcaire, le niveau le plus profond atteignant environ 10,6 mètres sous la surface. Bien que souterrain, son architecture ressemble beaucoup à celle des temples maltais en surface, comme Gantija et Tarxien. Une chambre remarquable, appelée salle de l'oracle, possède des propriétés acoustiques remarquables qui amplifient les sons de manière unique, ce qui a conduit certains chercheurs à penser qu'elle avait une signification rituelle ou chamanique. Le site abritait autrefois les restes de plus de 7000 personnes, soulignant son importance en tant que centre funéraire et spirituel. Parmi ses découvertes les plus emblématiques figure la Dame endormie de Malte, une petite figurine en argile représentant une femme allongée, possiblement une déesse ou une figure ancestrale. Étrangement, plusieurs crânes découverts dans l'hypogée présentaient des formes allongées, alimentant les spéculations sur une race ancienne disparue. Ces crânes ont ensuite disparu des collections publiques, renforçant le mystère entourant le site. Borobudur est un monument bouddhiste gigantesque situé dans le centre de Java, en Indonésie, à 42 km au nord-ouest de Yogyakarta. Il s'agit d'une combinaison symbolique d'un stupa, d'un temple-montagne et d'un mandala. Borobudur a été construit sous la forme d'une pyramide à degrés, composée d'une base carrée et de 9 plateformes superposées. La structure est ornée de sculptures en relief complexe et abrite de nombreux stupas, le plus grand étant situé au sommet. Le monument, d'une superficie de 15 129 mètres carrés, culmine à 42 mètres de haut avec 10 niveaux et 72 stupas. Borobudur a été construit entre les 8e et 9e siècles après Jésus-Christ, sous le règne de la dynastie Shailandra. Son style architectural témoigne des influences de l'art indien Gupta et post-Gupta. On pense qu'il a été construit comme lieu de culte et de pèlerinage pour les bouddhistes et est considéré comme le plus grand temple bouddhiste du monde. Il y a plus de 150 ans, l'archéologue Henri Layard a fait une découverte dans une ancienne bibliothèque souterraine de Ninive, une carte des étoiles des anciens Sumériens. Les érudits en parlaient depuis des siècles, mais ce n'est qu'en 2008, avec l'aide d'un logiciel informatique, qu'ils ont pu déchiffrer l'écriture cunéiforme secrète. Ils ont découvert qu'il s'agissait de la plus ancienne observation connue d'un impact d'astéroïde sur Terre. Initialement pensé qu'il s'agissait d'une tablette assyrienne, après des recherches informatiques approfondies, ils ont découvert qu'elle avait en réalité été fabriquée il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie. Il manque environ 40% de la carte, mais ce qui reste est mystérieux et surnaturel. La carte des étoiles raconte les observations d'un ancien astronome sumérien qui a été témoin d'un méga-astéroïde se précipitant vers la Terre le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. L'astronome a décrit le crash cosmique comme un bol de pierre blanche venu du ciel, comparant même avec précision la trajectoire de l'astéroïde avec celle des étoiles. Cet événement épique est maintenant connu sous le nom d'événement d'impact de Kofel, survenu il y a plus de 5600 ans lorsqu'un énorme astéroïde s'est écrasé dans les Alpes à Kofels en Autriche. Le sceau akkadien Dada est un ancien sceau datant de 2300 à 2200 avant Jésus-Christ.
Ils représentent divers dieux et symboles associés aux Anunnaki, dont Enki. Les personnages représentés sur le sceau peuvent être identifiés comme Enki, Usimu, Shamash et Inanna. On y trouve également un personnage armé d'un arc et d'un carquois, probablement un dieu de la chasse tel que Nusku. Shamash, le dieu du soleil, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, et Usmu, représenté avec 2 visages, sont également présents. Enki, l'un des dieux représentés sur le sceau, est associé à l'eau, à la fertilité et à la sagesse. Il est souvent représenté avec des ruisseaux et des poissons coulant de ses épaules. Sur le sceau, 2 ruisseaux d'eau jaillissent de ses épaules, symbolisant le Tigre et l'Euphrate. Enki porte également une jupe plissée, un chapeau conique et une couronne cornue. Enki a joué un rôle crucial dans la création de l'humanité. Selon la mythologie sumérienne, Enki, avec d'autres dieux, créa les humains pour servir les dieux. Il était également le père de Marduk, l'un des dieux les plus puissants de la mythologie mésopotamienne. Les arbres de sentier, également appelés les arbres repères, sont des témoins vivants de l'histoire et des traditions des tribus amérindiennes dans toute l'Amérique du Nord. Ces arbres remarquables ont été intentionnellement façonnés et pliés par le peuple autochtone pour servir d'aide à la navigation, marquer des lieux importants ou indiquer des chemins à travers des forêts denses. L'art du façonnage consistait à plier soigneusement les jeunes arbres et à les fixer de manière à ce qu'ils conservent leur forme distinctive au cours de leur croissance. Ces types d'arbres se courbent souvent à un angle de 90 degrés ou forment des arcs et des pointes caractéristiques. Au fil du temps, ils sont devenus des points de repère permanents, guidant les voyageurs ou les tribus à travers des territoires inconnus. On ne saurait trop insister sur l'importance culturelle de ces arbres. Ils constituent un moyen de communication et de navigation, permettant aux tribus de trouver des ressources importantes et d'établir des routes commerciales. Ils ont également une valeur spirituelle et cérémonielle, représentant un lien entre le monde naturel et les communautés amérindiennes qui les ont façonnés. Bien que les origines exactes et les significations spécifiques puissent varier, leur présence témoigne de l'ingéniosité des cultures amérindiennes. Ces arbres sont également des artefacts vivants, porteurs des histoires et de la sagesse des générations passées. Environ 800 squelettes ont été découverts lorsque l'ancien lac gelé, connu sous le nom de lac Rupkund, a été mis à nu. Le lac Rupkund est situé à une altitude de plus de 5000 mètres dans les montagnes himalayennes de l'Inde. L'origine de ces squelettes a longtemps été un mystère. L'analyse de l'ADN ancien de 38 squelettes a révélé qu'ils appartenaient à 3 groupes génétiquement distincts. Un groupe de 23 individus avait des ancêtres se situant dans la fourchette des Asiatiques du Sud actuel, tandis que 14 d'entre eux avaient des ancêtres typiques de la région de la Méditerranée orientale. La datation au radiocarbone indique que ces restes datent de 800 à 1800 de notre ère. Il existe cependant de nombreuses théories sur l'origine des squelettes du lac Rupkund. Le folklore local décrit un pèlerinage au sanctuaire de la déesse de la montagne Nanda Devi, entrepris par une compagnie royale. D'autres théories suggèrent que les squelettes étaient les restes d'une armée ou d'un groupe de commerçants pris dans une tempête ou victimes d'une épidémie. En 2022, des archéologues du Museum of London Archaeology ont fait une découverte spectaculaire lors de fouilles à Southwark, à Londres. Ils ont mis au jour une mosaïque romaine massive et magnifiquement préservée, la plus grande découverte dans la capitale britannique au cours des 50 dernières années. Datant de la fin du 2e ou du début du 3e siècle après Jésus-Christ, la mosaïque se compose de 2 panneaux richement décorés, ornés de motifs floraux colorés, de motifs géométriques et de motifs tels que le nœud de Salomon. Elle ornait probablement autrefois le sol d'un triclinium, une luxueuse salle à manger romaine où les convives prenaient leur repas. Le style de la mosaïque est attribué au groupe Acanthus, une équipe de mosaïstes actifs dans le Londinium romain. Fait remarquable, des traces d'une mosaïque encore plus ancienne ont été retrouvées sous la mosaïque visible, indiquant que le site avait subi des rénovations au fil du temps. Cette découverte offre un aperçu non seulement de l'art romain, mais aussi des coutumes sociales et de la vie quotidienne du Londres antique. La mosaïque sera préservée et pourra être exposée au public à l'avenir. Dans le centre de Malmö, en Suède, on trouve des petits magasins spécialement conçus pour les souris. Bien sûr, les petits rongeurs n'ont pas leur propre magasin pour acheter leurs affaires comme nous les humains. Mais les créateurs d'Anonymouse ont pensé que les souris devraient elles aussi avoir leur propre magasin et ont installé cette œuvre d'art en public.
Anonymouse est un groupe d'artistes de rue suédois qui ont consacré leur vie à créer des œuvres d'art sur le thème des souris et à les exposer au grand public. La question est de savoir si ces œuvres sont vraiment faites pour les souris ou simplement pour faire sourire les passants. Mais la quantité de détails qu'ils ont utilisés est tout simplement incroyable. Ce qui est peut-être encore plus fascinant, c'est qu'Anonymouse utilise des matériaux recyclés tels que des boîtes de conserve et des timbres italiens pour faire du magasin une réalité. Sur certaines photos, il ressemble même à un magasin normal proposant des noix, du fromage et des crackers. La carte du Vinland est une carte médiévale controversée qui représente le Vinland, une région d'Amérique du Nord qui aurait été explorée par les Scandinaves vers l'an 1000, soit des siècles avant le départ de Colomb en 1492. Si elle était authentique, ce serait la plus ancienne carte européenne connue représentant une partie des Amériques. Cependant, depuis sa publication dans les années 1960, elle a suscité un vif débat sur son authenticité. Prétendument dessinée sur parchemin vers 1434 de notre ère, la carte montre le Groenland, l'Islande, l'Europe, l'Asie et une masse continentale supplémentaire à l'ouest du Groenland appelée Vinland. Une inscription latine affirme que des explorateurs scandinaves ont découvert et colonisé la région. La carte a fait surface pour la première fois dans les années 1950 et a ensuite été acquise par l'université Yale, qui a annoncé son existence en 1965. Elle semble corroborer les récits des voyages de Leif Erikson vers une terre appelée Vinland, que l'on pense aujourd'hui se trouver à Terre-Neuve, au Canada. L'une des caractéristiques les plus frappantes est la représentation précise du Groenland comme une île, ce qui était pratiquement inconnu à l'époque. Les colosses de même nom sont deux gigantesques statues de pierre situées dans la nécropole thébaine, à l'ouest du Nil, près de la ville moderne de Luxor, en Égypte. Elles furent construites sous le règne du pharaon Amenhotep III de la 18e dynastie de l'Égypte antique, qui régna de 1386 à 1353 avant Jésus-Christ. Les statues représentent le roi assis sur un trône et ont été sculptées dans un seul bloc de grès quartzite. Chaque statue mesure 18 mètres de haut et pèse environ 720 tonnes. La pierre a été extraite d'El Gabal El Ahmar, près du Caire actuel, et transportée sur plus de 675 km jusqu'à son emplacement actuel. Les colosses de même nom furent construits à l'origine pour protéger le temple funéraire d'Amenhotep III qui se dressait autrefois derrière eux. Au fil du temps, la majeure partie du complexe fut détruite, ne laissant que ces statues massives, derniers vestiges du grand temple. Tout au long de l'histoire, les colosses de même nom ont été célèbres auprès des Grecs et des Romains de l'Antiquité, ainsi que des premiers voyageurs et égyptologues modernes. L'une des statues, connue sous le nom de Colosse du Nord, était réputée pour produire un son mélodieux au lever du soleil, un phénomène appelé vocalisation de même nom. Ce son était probablement dû à une fissure dans la statue qui produisait un sifflement lorsque le soleil matinal chauffait la pierre. Sutton Hoo, dans le Suffolk en Angleterre, est l'un des sites archéologiques les plus intrigants de Grande-Bretagne, connu pour ses tumulus anglo-saxons des 6e et 7e siècles. Le site est devenu célèbre avec la découverte en 1939 d'une sépulture de navire presque intacte, vraisemblablement celle d'un roi anglo-saxon, peut-être Redwald d'East Anglia. La tombe contenait un trésor d'objets tels que des armes, des bols en argent, un casque de cérémonie et des objets en or et en pierres précieuses, indiquant des relations commerciales lointaines et des influences culturelles. L'attrait mystérieux de Sutton Hoo ne vient pas seulement des riches découvertes, mais aussi de ce qu'il révèle sur le pouvoir, les rituels et l'art du début du Moyen-Âge. Cette découverte a donné un aperçu d'une période souvent considérée comme sombre et peu documentée, élargissant considérablement nos connaissances sur l'histoire ancienne de l'Angleterre et ses liens avec les Vikings et d'autres peuples européens. Sutton Hoo est essentiel pour comprendre la noblesse anglo-saxonne, ses rituels funéraires et ses compétences artistiques. C'est un lieu d'une grande importance historique, une clé pour découvrir le passé médiéval de l'Angleterre, bien loin de l'histoire interdite. Quelle est la découverte la plus incroyable que vous ayez jamais faite? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.